Coopération Mali-Russie, une délégation du groupe russe Yadran a rencontré le général Assimi Goïta. La discussion a tourné autour d'investissements dans les domaines du textile et de l'hydrocarbure. Le Mali fait partie des premiers producteurs d'or en Afrique, mais cette richesse profite-t-elle au pays? La série de la semaine s'intéresse au sujet avec un zoom sur les sociétés minières étrangères. Le prix du pain augmente à Gao. Nous y ferons un tour pour comprendre cette flambée du prix. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le général Assimi Goïta, président de la transition, s'est entretenu ce lundi avec une délégation du groupe russe de fourniture de pétrole et des produits pétroliers Yadran. Objectif à discuter des projets de coopération dans le domaine du textile et des hydrocarbures. Aminata Keïta. La coopération s'intensifie de plus en plus entre le Mali et la Russie. Axée de base sur la défense et la sécurité, elle s'est élargie aujourd'hui à l'éducation, la prospection géologique, les mines, l'énergie, les transports, l'infrastructure et l'agriculture. Sous la conduite d'Irek Salikov, président du conseil d'administration du groupe, une délégation de la société Yadran a récemment été reçue par le président de la transition, le général Assimi Goïta. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens économiques et énergétiques entre le Mali et la Russie avec des projets structurants pour le pays. Selon la présidence de la République, les échanges ont porté sur le textile et les hydrocarbures. Le gouvernement prévoit avec le groupe des projets de construction d'une raffinerie d'or, l'approvisionnement en produits pétroliers et la création d'une usine de transformation du coton. À travers cet engagement, le groupe Yadran propose une série d'investissements pour soutenir le développement industriel du Mali. La prochaine étape sera la signature de protocoles d'accord suivi de l'arrivée d'équipes techniques russes au Mali pour concrétiser les projets. Ces investissements témoignent d'une volonté de long terme illustrant le potentiel d'un partenariat stratégique entre les deux nations. Le groupe Yadran, fondé en 2008, est spécialisé dans l'extraction et la transformation de produits pétroliers avec des activités diversifiées dans plusieurs régions russes, également à l'étranger. Il intervient aussi dans la gestion de projets d'infrastructures industrielles et dans la production de biens essentiels comme les composites polymères et les matériaux de construction. En proie à une crise humanitaire grandissante, le Mali figure parmi les bénéficiaires d'un fonds de plus de 1,1 milliard de dollars mobilisé par le Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salman d'Arabie Saoudite parce que tout simplement en 2024, environ 7,1 millions de personnes au Mali ont besoin d'une aide humanitaire, soit près de 30% de la population, un chiffre confirmé par les rapports récents des Nations Unies. Plus de 300 000 personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, tandis que près de 200 000 sont réfugiés hors du Mali. Le pays accueille aussi près de 66 000 réfugiés, principalement en provenance des États voisins, en proie à une instabilité similaire. Place à notre série de la semaine. Au cours de 2024, la production aurifère est de 53,7 tonnes contre 66,5 en 2023. Malgré cette baisse de production, le pays est le troisième producteur du continent. Mais à qui profite réellement cette richesse? Soumaïla Fani nous donne des éléments de réponse dans ce premier épisode de la série que nous consacrons à l'exploitation minière au Mali. Au Mali, le secteur minier est largement dominé par la production aurifère qui représente 95% de la production minière du pays. Avec une augmentation de 4% en 2022 et 3,5% en 2023, la production aurifère devrait enregistrer une baisse en 2024 pour atteindre 53,7 tonnes contre 67,7 tonnes en 2023 selon le ministère des Mines. Troisième producteur du continent, quel est l'impact de cette recherche sur notre pays? On le voit d'abord en termes d'emploi. Je pense que le secteur minier industriel ne produit pas assez d'emplois parce que nous sommes à peine à 20 000 emplois pour une population de 23 millions de personnes. Mais en termes de ressources financières pour l'État, oui, je pense que c'est assez important. Parce que c'est quand même l'or, c'est quand même 15% du PIB, c'est aussi 80% de nos recettes d'exportation, notre première recette d'exportation. Et aussi, c'est quand même environ 30% des recettes fiscales, ce qui est important. Avec 14 grandes mines industrielles, le secteur est dominé par des entreprises étrangères dont les principales sont Barrick, Bitgold,
Anglo Gold Ashanti, Yam Gold et Resolute Mining, entre autres. Il y a des compagnies qui sont venues ici dont les promoteurs n'avaient même pas un franc. Mais aujourd'hui, qui sont devenus des milliardaires. C'est vrai de nous dire que oui, on crée de l'emploi, on paye les salariés maliens, on fait ceci, on fait ça. Non. Mais c'est que vous voyez, je vous donne un exemple. Les coûts d'exploitation d'une once, par exemple, quand vous prenez une compagnie, la compagnie va dire que oui, j'ai dépensé 500 millions de dollars. Mais les coûts d'exploitation d'une once, ça ne dépasse pas 800, 900. L'or est à combien aujourd'hui? C'est le double, 2000. Donc, ça veut dire que tout ce que tu as dépensé en TTC pour faire sortir 100 tonnes d'or, par exemple, ça t'a coûté, par exemple, 800 ou 900, même si on prend 1000 dollars l'once. Ça veut dire que tu as encore 1000 dollars comme bénéfice. Et dans ces 1000 dollars, qu'est-ce que l'État gagne? 10%. Au-delà des mines industrielles, la production artisanale qui compte environ 350 sites répertoriés dépasse plus de 6 tonnes par an. C'est largement sous-évalué parce que quand on dit informel, ça veut dire qu'il n'y a pas de précision au niveau de la méthode, de la méthodologie pour évaluer exactement les acteurs de ce secteur, ni la production. Et même au niveau des mines industrielles, je pense que la production même d'or est douteuse. Et je ne pense pas qu'il y ait un contrôle où l'État même peut évaluer au déclaratif ce que les compagnies minières déclarent. Est-ce que l'État fait une contre-expertise? Je ne le pense pas. Donc il va falloir quand même faire des efforts pour qu'on sache au moins l'or qui est produit et l'or qui est exporté. Mais il y a des rapprochements qu'on peut faire pour savoir à peu près quelle quantité vient du Mali, et je pense que c'est largement sous-estimé. Ainsi, un nouveau code minier a été adopté qui permet à l'État de s'approprier jusqu'à 30% de participation dans les nouveaux projets et d'augmenter les revenus tirés de ces secteurs aussi capital pour l'économie nationale. De retour au bercail, les migrants sont généralement confrontés au défi de l'employabilité. Un salon leur est ainsi dédié par l'OIM pour définir les voies et moyens afin qu'ils puissent profiter des opportunités. Assetoumani Koulibaly y a fait un tour. L'initiative émane particulièrement de l'OIM, le ministère de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat, ainsi que le Conseil national du patronat du Mali. Chaque année, faute d'opportunités, de nombreux jeunes tentent de rallier l'Europe, certains au péril de leur vie. Le Salon pour les migrants vise notamment un meilleur renforcement de capacité de ces jeunes en leur offrant des opportunités d'échange et de rencontres pour mieux favoriser l'employabilité. Et à la fin du salon, nos attentes est que les migrants qui veulent se lancer dans l'agriculture viennent vers nous, payer nos kits, et nous demandons aux organisations internationales d'appuyer ces migrants pour pouvoir les installer en faisant de l'agriculture. Et la terre ne ment pas. Donc en faisant l'agriculture, non seulement ça va créer un emploi pour eux-mêmes, pour d'autres personnes, et aussi ça va assurer la sécurité alimentaire et ça va augmenter leurs revenus. Comme vous le savez, notre département a comme mission de promouvoir l'entrepreneuriat, mais aussi l'employabilité des jeunes, tout en mettant en avant la formation professionnelle. Donc c'était tout à fait logique pour nous de venir appuyer cette initiative, encourager ces jeunes-là qui sont de retour dans leur pays, de continuer à persévérer, de continuer à se former afin d'être employables. Donc c'était la raison principale pourquoi nous sommes là. Des thématiques abordées avec les migrants au réseautage, voilà c'est à quoi cette journée a consisté. Opportunité pour Mamadou Cissé, représentant du ministère de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat, de souligner que l'apport d'une telle initiative est plus que crucial pour l'insertion des migrants de retour. Car selon lui, je le cite, ces jeunes partent parce qu'ils n'ont pas d'opportunité d'emploi sur place. Cette initiative n'est que bienvenue parce qu'elle permet de mettre des migrants en face de ceux en charge de l'emploi. Fin de citation. À noter que ce salon permettra aux jeunes de saisir des opportunités locales afin d'éviter ou réduire la migration irrégulière. Il se donne pour mission de non seulement promouvoir l'employabilité, mais également créer les conditions favorables de recherche d'emploi pour les migrants. À Gao, le prix du pain est passé de 150 à 175 francs CFA. Motif, la hausse du prix de la farine qui est importée de l'Algérie, une hausse que déplore le conseil local de la société civile du cercle de Gao, Djeneba Samaki.
Profitant d'une hausse des prix des matières premières, notamment la farine, les boulangeries de Gao ont unilatéralement fait passer les prix de la baguette de pain de 125 à 175 francs CFA, selon le conseil local de la société civile du cercle de Gao, qui a décrié la hausse dans un communiqué. Habituellement, le pain était vendu à 150 francs la baguette. Mais depuis quelques jours, les promoteurs de boulangerie ont fait un communiqué pour dire qu'il y allait y avoir une augmentation de 25 francs ou 50 francs. Parce que dans certaines boulangeries, la baguette est vendue à 175 francs, dans d'autres à 200 francs. Donc, ayant constaté que la principale matière qui constitue le pain, en l'occurrence la farine, n'est pas aussi chère que ça, on s'est dit que cela n'est pas du tout possible. On ne peut pas se lever du jour au lendemain pour augmenter le prix de la baguette de pain. Selon une source, les promoteurs des boulangeries responsables de cette hausse avancent comme motif les coupures d'électricité et la hausse du prix du carburant. Bon, la solution que nous proposons, c'est de dire aux promoteurs de boulangerie de revenir à des meilleurs sentiments, puisqu'il n'y a pas de raison valable qu'il y ait cette hausse. Mais tout ça là ne sont pas des raisons valables, n'est-ce pas, pour augmenter le prix du pain aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut que cette situation soit gérée définitivement, qu'on en fasse définitivement, qu'on tourne cette page et qu'on fasse face à autre chose. Et nous allons profiter de ça pour attaquer, n'est-ce pas, tous les problèmes par rapport à la cherté de la vie, qui n'ont pas de raisons valables pour pouvoir le faire. Nous allons les attaquer, les corriger et définitivement. Selon nos interlocuteurs, des négociations sont en cours pour amener les promoteurs des boulangeries à la raison afin que les prix de la baguette de pain reviennent à son prix normal de 125 francs CFA. Dakar accueille un atelier stratégique de 2 jours sur la conservation des forêts en Afrique de l'Ouest. L'événement vise à renforcer la législation et à promouvoir une gestion durable des forêts face à la déforestation croissante. Aminata Bougou-Djebagati. Face à l'urgence écologique en Afrique de l'Ouest, Dakar a accueilli ce 29 octobre un atelier stratégique consacré au renforcement de la législation et aux actions de conservation des forêts. L'événement vise à renforcer la législation et à promouvoir une gestion durable des forêts face à la déforestation croissante. Les interventions ont notamment porté sur la protection du massif du Fouta Djallon, souvent surnommé les châteaux d'eau de l'Afrique de l'Ouest, en raison de sa contribution aux systèmes hydrographiques régionaux. Au Mali, par exemple, selon l'ONG Mali Falk Center Nieta, avec 2 tiers de son territoire qui est désertique, sa démographie galopante, avec près de 20 millions de personnes, dont 70% des personnes vivent des activités agro-pastorales et de la pêche. Ces activités sont toutes liées aux ressources naturelles, principalement le bois de chauffe comme ressource d'énergie. Cela équivaut à des milliers d'hectares de forêts abattus chaque année. De l'autre côté, l'agriculture qui est pratiquée au Mali est extensive, c'est-à-dire qu'au Mali, on fait la coupe des arbres et le défrichement pour avoir des terres cultivables, toute chose qui a des répercussions sur les ressources forestières, car jusqu'à présent le Mali n'a pas pu adopter des techniques qui peuvent lui permettre d'exploiter une même parcelle pendant 20 ans. Le coordinateur régional de la FAO, Mehdi Drissi, en exposant les défis majeurs de la région, a souligné que les forêts ouest-africaines, d'une biodiversité unique, subissent des pressions considérables, notamment de l'agriculture extensive, de l'exploitation forestière illégale et de l'urbanisation. Le directeur des forêts, de la chasse et de conservation des sols, représentant du ministre sénégalais de l'Environnement et de la Transition écologique, le colonel-major Babacar John, a insisté sur l'importance d'une coordination régionale pour freiner la déforestation. Selon lui, les pays ouest-africains doivent adopter des approches complémentaires pour harmoniser leur cadre juridique, faire face aux défis transfrontaliers et garantir la sécurité des écosystèmes partagés. La perte de ces forêts est principalement due à l'agriculture, l'exploitation forestière et les feux de brousse. Avec une perte annuelle estimée à 52 000 hectares en Afrique de l'Ouest, la FAO alerte sur l'urgence d'une action concertée. Et on termine avec le sport. On connaît désormais les affiches des demi-finales du tournoi IFOA U17 après les derniers matchs de groupe. La Guinée-Bissau, qui a battu la Sierra Leone 1-0 ce mardi 29 octobre, défiera le pays organisateur, le Sénégal, en vue d'une place en demi-finale, mais surtout d'une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Le match est prévu le vendredi 1er novembre à Thiès. De leur côté, les Aiglonnais maliens se sont imposés 4-0 face à la Mauritanie, un triomphe qui leur a permis de sécuriser leur place en demi-finale. Le match, le Mali et la Gambie croiseront les crampons le 1er novembre pour également une place en finale. Et c'est avec cette note sportive que se referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.